départ pour Washington de Benjamin Netanyahou pour ce qu'il appelle une mission historique. Son discours sur le nucléaire iranien au Congrès est prévu pour mardi. Et John Kerry précise aujourd'hui que les relations entre Israël et les États-Unis n'ont jamais été aussi fortes. Immense mobilisation à Moscou après l'assassinat de l'opposant Nemtsov. Les manifestants réclament toute la lumière sur ce meurtre qualifié de politique. Le président égyptien en visite en Arabie Saoudite au moment où l'Égypte cherche du soutien dans sa lutte contre les djihadistes dans le Sinaï, à Gaza et en Libye. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous. Impossible désormais de faire demi-tour puisque l'avion transportant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est parti aujourd'hui pour Washington. Ce discours devant le Congrès américain programmé pour mardi, dont on a tant parlé depuis des semaines, aura donc bien lieu. Les Américains semblent aussi préparés également puisque John Kerry, dans une interview donnée tout à l'heure à la télévision américaine, semble lui aussi vouloir apaiser le climat, qualifié de très tendu depuis des semaines entre Washington et Jérusalem. À ce propos, on va parler de tout cela avec nos invités donc à 48 heures de cet événement. Bonsoir Daniel Sheikh, ambassadeur d'Israël. Bonsoir à vous Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. On aura également un direct depuis New York tout à l'heure à vous proposer pour voir comment la presse américaine juge cet événement qui approche désormais à grands pas. Et puis bien sûr des réactions aussi ici en Israël puisque cela fait toujours autant parler. We're going to hold Iran accountable, and we're going to engage in negotiations, and we'll see if they're willing to make the difficult decisions necessary to resolve the international community's concern. כראש ממשלת ישראל חובתי לדאוג לביטחונה של מדינת ישראל, ולכן אנחנו מתנגדים בתוקף להסכם שמתגבש בין איראן והמעצמות, שיכול לסכן את עצם קיומנו. אני יוצא לוושינגטון בשליחות גורלית, אפילו היסטורית, ואני אעשה כל מה שביכולתי כדי להבטיח את עתידנו. Voilà, ton solennel employé par Benjamin Netanyahou sur le départ ce matin de l'aéroport Ben Gourion. Et puis toujours une opposition présente en Israël à ce discours également, comme en témoigne cette démarche entreprise aujourd'hui par des militaires. Résumé de cette journée avec Maxime Pérez. Benjamin Netanyahou au mur des lamentations à Jérusalem. Instant solennel de recueillement pour le Premier ministre israélien, à la hauteur de la mission presque divine qu'il s'est assignée. Ce dimanche matin, au pied de l'avion qui l'emmenait aux États-Unis, Netanyahou assumait pleinement sa stature. Je pars à Washington pour une mission fatidique, historique même. Je me sens être l'envoyé de tous les citoyens d'Israël, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, du peuple juif tout entier. Je ressens une inquiétude profonde et sincère pour la sécurité des Israéliens, pour l'avenir de notre pays et celui de notre peuple. Jusqu'au bout, Benjamin Netanyahou aura donc tenu bon face à la critique. Et jusqu'au bout aussi, ses détracteurs veulent le dissuader de commettre l'irréparable. À Tel Aviv, ces anciens généraux de Tzahal ont lancé un ultime appel au Premier ministre israélien. Pour eux, et bien que l'intéressé s'en défende, le discours de Benjamin Netanyahou est une ingérence qui ne cause pas uniquement préjudice à la sacro-sainte alliance israélo-américaine. La politique actuelle du Premier ministre détruit l'alliance avec les États-Unis et la force de dissuasion israélienne. Tout cela n'éloigne en rien la menace nucléaire iranienne, mais au contraire la rapproche. Mais les mots les plus incisifs sont venus de son premier commandant à l'armée, le général Amiram Levin. J'ai appris à Netanyahou comment mener une opération et arriver à la cible. Et aujourd'hui, je m'en excuse, mais je dois le dire,
Bibi, tu te trompes d'orientation. La cible est à Téhéran, pas à Washington. Ces généraux frondeurs n'en sont pas à leur première sortie médiatique contre l'actuel chef du gouvernement israélien. Mais nul doute qu'ils accentuent un peu plus la pression sur ce dernier. En fin de semaine, c'est l'ancien patron du Mossad, Meir Dagan, qui avait de nouveau sonné la charge contre Benyamin Netanyahou, en l'accusant d'être l'inverse de ce qu'il prétend. En substance, celui qui a causé le plus de tort à Israël. La visite de Benyamin Netanyahou à Washington est devenue subitement celle de tous les dangers. Car avant même la date butoir du 30 mars, qui doit marquer la possible signature d'un accord cadre avec l'Iran, se profilent les élections législatives israéliennes, elles prévues 15 jours plus tôt. Alors, avant d'envisager justement les rapports entre Israël et les États-Unis à propos de ce discours, Daniel Sheikh, est-ce que vous avez l'impression que Netanyahou va aux États-Unis pour empêcher la signature coûte que coûte de cet accord, ou est-ce qu'il va défendre les intérêts d'Israël avant tout ? S'il va pour empêcher coûte que coûte la signature de cet accord, il s'adresse à la mauvaise adresse. Ce n'est pas au Congrès, ce n'est pas sur le mont du Capitole que les choses se décideront. Évidemment, il y va parce qu'il a brûlé les ponts avec la partie du pouvoir américain qui pourrait éventuellement être influencé et changer l'accord. Je n'en suis pas certain. Peut-être que le président américain, accompagné d'ailleurs par d'autres grandes puissances mondiales, aurait jugé que l'accord qui est peut-être aujourd'hui sur la table, nous n'en savons d'ailleurs rien de définitif, est le meilleur accord possible. Mais clairement, jouer contre le président américain, qui est en définitive le décideur, c'est-à-dire soutenir ouvertement son adversaire pendant sa réélection en pensant qu'il sera battu, ensuite allant vers le Congrès dans le dos du président, avec ces données-là, on est mal barré, évidemment, pour essayer d'influencer le président. Cela dit, je ne pense pas qu'il y a une catastrophe dans les relations entre les États-Unis et Israël. J'ai servi aux États-Unis. Je vous dis avec certitude que la relation, elle est profonde, elle va bien au-delà de Benjamin Netanyahou ou de Barack Obama. Mais dans les circonstances actuelles, quand il y a une urgence, il a les mauvaises cartes à jouer. Manuel Navon ? Je pense que c'est du devoir du Premier ministre d'exprimer son opinion sur un sujet aussi critique pour Israël. N'oublions pas que l'accord qui est en train de se conclure, et nous arrivons à la date butoir, comme nous le savons, est un accord qui, d'après toutes les informations dont nous disposons, et nous en tant que spectateurs, n'est-ce pas, ne disposons pas de toutes les informations dont disposent les décideurs, mais d'après ce qui émerge des informations dont nous disposons, c'est que c'est un accord qui fera de l'Iran un pays seuil, qui pourra faire ce qu'on appelle le break-out selon son choix dans une période très courte, autrement dit qui pourra devenir un pays nucléaire militaire très rapidement sans qu'on puisse véritablement l'arrêter. C'est contre cela que Benjamin Netanyahou veut s'exprimer. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de désaccord. Je crois que le désaccord, c'est est-ce que ce discours au Congrès pourra influencer, oui ou non, la direction des négociations. N'oublions pas à ce sujet que le chef de l'exécutif aux États-Unis est certes celui qui négocie au nom de la nation américaine, mais que sur les questions de politique étrangère, un tel accord devra obtenir l'aval du Congrès. Le président sait qu'il est devenu minoritaire aujourd'hui au Congrès et il ne veut pas que Netanyahou vienne créer une sorte de coalition contre lui. Donc il n'y a aucun doute qu'il y a là, je dirais, un bras de fer qui se joue, mais n'oublions pas que ce bras de fer, ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de sécurité nationale importante. Et si effectivement le président des États-Unis, ce qu'on peut comprendre, c'est le président des États-Unis et pas le Premier ministre d'Israël, préfère un accord même qui permettrait à l'Iran d'arriver au break-up rapidement, plutôt que ne pas d'arriver à un accord du tout, et que cela, Israël le considère comme inacceptable, il y a là un désaccord, et ce n'est pas une honte
de le dire. Il y a eu d'autres désaccords dans le passé avec les États-Unis et je pense qu'il est du devoir, de la même manière qu'il est du devoir du président américain de défendre les intérêts des États-Unis, il est du devoir du Premier ministre israélien de défendre les intérêts d'Israël. Mais jusqu'où alors? Parce que l'impact finalement peut être très limité puisque Obama a déjà dit qu'il opposerait son veto finalement à toute initiative du Congrès en ce sens. Même sans aller dans les pronostics de ce qui va se passer entre Barack Obama et le Congrès, où en définitive il peut s'imposer. Il n'y aura pas sans doute une majorité de 2/3 pour renverser un veto présidentiel. Mais même sans rentrer dans ce débat-là, je suis d'accord entièrement avec Emmanuel Navon que c'est le devoir du Premier ministre israélien de s'exprimer sur un accord qui inquiète Israël. Mais la manière dont il le fait me laisse penser que les dégâts pour la sécurité d'Israël risquent d'être plus grands que le bénéfice. Il ne pourra pas, à mon avis, par la force de son discours, avec tout le respect que je dois au talent rhétorique du Premier ministre Netanyahou, et il est sans aucune discussion très grand, il ne pourra pas véritablement changer le cours des choses. Il aura un auditoire qui le soutiendra, mais il le fait comme s'il n'y avait pas de lendemain. Or, il y a des lendemains. Et le besoin de l'État d'Israël d'un soutien solide du Congrès, certes, mais aussi de l'administration américaine, pour d'autres sujets, pour d'autres termes, pendant au moins 2 ans encore du mandat du président Obama, me laisse à penser qu'il aurait fallu peut-être trouver un autre moyen de s'exprimer devant les Américains. Entre nous, nous savons très bien que ce n'est pas noir et blanc, ce n'est pas le Congrès réuni ou rien. Il y a 1001 manières de faire passer le message inquiet, urgent de l'État d'Israël sur un accord qu'il considère insuffisant. Et moi, je répète, le meilleur moyen aurait été de construire et de préserver une relation de confiance entre le Premier ministre israélien et le président américain. Le fait qu'il ne l'a pas fait, qu'il a échoué dans ce domaine-là, nous payons aujourd'hui le prix. Ouais. On a vu qu'il y avait d'ailleurs un mécontentement chez certains sénateurs ou représentants américains, démocrates, comme la sénatrice Feuerstein qui se dit juive américaine et dit « Je ne vais pas être représentée par Netanyahou dans ce discours ». Elle va y assister, mais elle ne s'estime pas représentée par Netanyahou qui dit parler pourtant au nom du peuple juif. Est-ce qu'il y a une erreur aussi là-dessus, de stratégie, on va dire, de la part de Netanyahou ? D'abord, il ne faut pas oublier que ces sénateurs qui s'expriment, ces membres du Congrès, sont proches du président Obama. Donc on peut comprendre. C'est une démocrate, oui. Effectivement. Donc le président Obama s'oppose à ce discours. Donc on peut comprendre que ses fidèles au Congrès américain reprennent les propos du président Obama. Maintenant, sur la question spécifique que vous avez posée sur est-ce que le Premier ministre israélien parle au nom du peuple juif, clairement je pense que non. Il parle au nom des Israéliens, puisqu'il est élu des Israéliens. Tous les juifs du monde ne se reconnaissent pas dans Israël. C'est leur choix personnel. Est-ce que oui ou non de se considérer comme étant représentés par Israël, et c'est le droit de cette sénatrice de se dire américaine avant tout et de ne pas se considérer représentée par le Premier ministre israélien. C'est parfaitement légitime, mais je crois que très clairement, le Premier ministre israélien parle au nom des Israéliens, même de ceux, comme il l'a dit à son départ, qui ne sont pas d'accord avec lui, pour exprimer les inquiétudes d'Israël sur l'accord qui est en train d'être conclu. Bon, il y a eu un coup de fil Kerry quand même Bibi hier, qui a été révélé aujourd'hui. C'est la preuve qu'on essaie de calmer le jeu de part et d'autre. Heureusement. Ouais. Comme je l'ai dit, les relations entre les deux pays vont au-delà de ce désaccord. Et j'espère qu'il n'y aura pas de dégâts, mais une amertume, il y aura. Il faut comprendre, Jean-Charles, la grande force de l'alliance très spéciale entre Israël et les États-Unis, c'est le fait que c'est quelque chose qui est complètement et totalement bipartisan. Personne n'a jamais pu couper le soutien du Congrès américain ou de la politique américaine en deux, en mettant les démocrates et les républicains l'un contre l'autre sur des sujets israéliens. C'est la grande force du soutien d'Israël, des PAC, etc., d'être complètement bipartisan. Alors qu'ici,
le Premier ministre israélien a mis vous appelez ça les fidèles de Barack Obama, mais en fait les démocrates en général devant un dilemme: soutenir le Premier ministre israélien et l'alliance avec Israël ou soutenir leur propre président. C'est un jeu extrêmement dangereux. Alors je voudrais qu'on aille justement aux États-Unis. On va aller à New York retrouver notre correspondant David Benaïm qui est en direct avec nous. Bonsoir David. Vous allez nous expliquer d'abord comment la presse américaine, parce que je crois que ça a déjà commencé dans la presse aujourd'hui, comment la presse américaine voit arriver ce discours de Netanyahou devant le Congrès. Mais il y a eu très peu d'anticipation à la visite de Netanyahou au Congrès pour ce mardi. Rien dans les grands journaux télévisés du soir, rien dans la presse populaire. Et en effet, depuis ce matin, l'attention sur ce sujet monte doucement grâce aux émissions politiques comme Meet the Press ou Face the Nation. Les questions abordées par les journalistes sont toujours sur le même sujet. Le niveau des relations entre Israël et les États-Unis sous l'administration Obama, qui s'est dégradé, et la sacro-sainte question du soutien inconditionnel des États-Unis envers Israël. Les représentants de chaque parti se sont succédés sur les plateaux pour rappeler combien la sécurité d'Israël est une priorité à droite comme à gauche. Et ni l'absence mardi du vice-président Biden, ni la question de l'impact de la visite sur la campagne électorale israélienne sont abordées. Le discours de Netanyahou s'impose au cœur du clivage politique ici. La presse s'intéresse davantage aux conséquences d'une telle visite sur l'élection présidentielle de 2016, en fait. Un mot, est-ce qu'il y a des polémiques qui sont créées aux États-Unis? Est-ce que ça crée des divisions, par exemple, entre démocrates et républicains, entre membres de la communauté juive américaine? Est-ce que vous ressentez tout ça déjà ou pas? On le ressent beaucoup. En fait, il y a un invité surprise sur la presse. En fait, aujourd'hui, l'invité surprise, c'est les lobbies. On les a vus apparaître dans les pages du New York Times, du Washington Post depuis jeudi, des pages entières de publicité payées par AIPAC en faveur de l'intervention de mardi au Congrès, par J Street contre le discours du Premier ministre israélien. Ces pages de pub sont menées courantes normalement en période électorale, mais là, c'est une nouveauté quand c'est pour un événement international comme ça. Ce qui est nouveau, c'est l'arrivée aussi de spots publicitaires à la télé. Ce matin, je découvrais un message de 30 secondes du comité d'urgence pour Israël sur la menace iranienne, invitant les Américains à écouter le discours de Netanyahou. Et une autre découverte pour les Américains, c'est que pour la première fois, ils découvrent que les Juifs américains sont divisés sur le sujet. Les députés juifs démocrates se succèdent sur les plateaux télé pour dire, comme Joe Lieberman, qui ira au discours ce mardi, ou comme Jan Tchaikovsky, qui, elle, n'ira pas. Merci David Benaïm donc, pour cet éclairage en direct de New York. Donc c'est vrai que c'est quelque chose là qui peut laisser des traces, à votre avis, cette division par exemple au sein de la communauté juive américaine sur ce sujet, Emmanuel Navod, ou pas? N'oubliez pas que cette division, elle est semée également par la communauté elle-même. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une organisation comme AIPAC, qui s'est toujours présentée, dont la politique a toujours été de soutenir la politique d'Israël quelle qu'elle fût aux États-Unis, de laisser bien entendu au gouvernement israélien élu de décider de leur politique et ensuite d'essayer de convaincre le gouvernement américain de la soutenir. Or, une organisation comme J Street, par exemple, est une organisation de lobbying pour un but politique précis. C'est une organisation qui milite pour la création d'un État palestinien et par conséquent qui a fait du soutien d'Israël, justement, un sujet partisan, puisque J Street essaie de présenter le soutien d'Israël comme concomitant à l'engagement à la création d'un État palestinien. Et donc, il y a là aussi, au sein de la communauté juive américaine, des divisions qui sont produites par la communauté elle-même, une politisation du sujet israélien. Donc quand on parle de faire du sujet Israël un sujet partisan, il ne faut pas oublier le rôle que joue une certaine partie de la communauté juive américaine dans cette tendance, dans cette direction. Daniel Sheikh là-dessus? Oui, simplement, c'est peut-être partisan, mais c'est partisan par rapport à la politique israélienne. Parce que J Street, lui aussi, est une organisation bipartisane aux États-Unis qui travaille à la fois avec des républicains et des démocrates. C'est pas exact, elle est beaucoup plus démocrate que républicaine. Oui, parce qu'il y a plus de soutien chez les démocrates que les autres, mais ce n'est pas une organisation partisane qui travaille qu'avec les démocrates. Mais c'est vrai que c'est un courant qui a grandi pendant les dernières années au sein de la communauté juive américaine, un courant qui ne se retrouvait plus avec les positions que représentait AIPAC. Maintenant, ce n'est pas un jugement de valeur que je fais. Moi, je connais AIPAC à fond. Je trouve que c'est une organisation admirable. Mais beaucoup d'Américains, notamment en Californie, où j'ai passé quelques années en mission,
ne se retrouvait pas avec les positions ni du gouvernement israélien, des gouvernements israéliens de centre-droite, ni avec les positions, à leurs yeux, trop militantes d'AIPAC. Et c'est là-dessus que s'est forgé, donc, a commencé à fleurir cette nouvelle organisation qui s'appelle J Street et qui est certes beaucoup moins légitimiste que AIPAC. Alors, AIPAC, ce sera demain, hein, le discours que va prononcer Netanyahou à la veille de celui du Congrès, donc à Washington. Je voudrais qu'on écoute d'ailleurs la toute dernière réaction, c'était tout à l'heure à la télévision américaine, de John Kerry, dont on sait qu'il ne sera pas présent au Congrès, puisqu'il sera justement en train de parler avec les Iraniens en Suisse. Et bien, voici ce qu'a dit aujourd'hui John Kerry, donc à la télévision américaine, à propos de la venue de Netanyahou. Ces 2 dernières années, nous sommes intervenus au nom d'Israël, je dirais bien plusieurs centaines de fois, dans près de 75 forums, dans le but de protéger Israël. Je m'entretiens régulièrement avec son Premier ministre, comme hier. Vous savez, nous ne souhaitons pas que tout cela vire au règlement politique. Évidemment, il est plutôt rare, si ce n'est unique, que nous apprenions ce discours par des représentants du Congrès et que notre administration n'a été à aucun moment informée. Mais notre administration ne cherche pas à politiser cette affaire. Nous souhaitons que notre objectif soit ici reconnu, à savoir empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. Voilà, on sent que la pastille a toujours du mal à passer, hein, Emmanuel Navon, quand même si, bon, voilà, il est clair qu'on ne veut pas non plus dramatiser cette affaire. Votre sentiment ou pas ? Ceci dit, lorsque John Kerry dit qu'il ne veut pas politiser cette affaire, on se demande, si tel est le cas, pourquoi les journalistes qui sont aussi proches de la Maison-Blanche, tels que Jeffrey Goldberg et Thomas Friedman, qui sont toujours les porte-parole officieux de la Maison-Blanche, ne cessent de déchaîner leur rage contre le Premier ministre israélien. Pourquoi est-ce que la conseillère à la sécurité... Parce qu'à la Maison-Blanche, il y a une vraie colère contre le Premier ministre. C'est très bien le lien. J'ai parlé de porte-parole officieux, je dirais presque officiel, de la Maison-Blanche. Lorsque Susan Rice, qui est quand même la conseillère à la sécurité nationale, tient les propos qu'elle a tenus, il est difficile de prendre au sérieux John Kerry, bon, c'est vrai de manière générale, mais particulièrement sur ce sujet, lorsqu'il dit que la Maison-Blanche n'essaie pas de politiser ce sujet. La Maison-Blanche essaie de politiser ce sujet. C'est clair qu'il y a là une crise diplomatique, on ne peut pas le nier, mais au bout du compte, et en dernière analyse, la question qui doit se poser pour le Premier ministre est de faire l'équilibre et le calcul entre cette crise qui est réelle et, comme je l'ai dit, son devoir de tout faire pour influencer les décideurs aux États-Unis, dont le pouvoir législatif qui a un poids important, pour empêcher la signature d'un accord qui, d'après le Premier ministre et d'après de nombreux experts, est inacceptable pour Israël. Ouais. Non, il y a une vraie colère. Je crois que personne n'essaie de la cacher, de la bouche du président jusqu'à la bouche de ses porte-paroles officiels, officieux, semi-officieux, peu importe. Mais si le débat a été politisé, ce n'était pas une décision de la Maison-Blanche. La Maison-Blanche a été entraînée dans cette affaire par, disons, la démarche peu diplomatique du gouvernement israélien, de son Premier ministre, de s'adresser au Congrès avec sa majorité républicaine dans le dos du président. Je crois que c'est quelque chose... Non, là aussi, on peut penser que c'était justifié, qu'il y a de bonnes raisons, etc. Mais il ne faut pas s'étonner que quand on énerve le président, il soit énervé. Ouais. Oui, alors d'ailleurs, on ne l'a pas encore entendu, peut-être demain, où Obama doit s'exprimer d'ailleurs sur un autre sujet, mais peut-être qu'il évoquera ce dossier-là. Alors, il y a également quelque chose qui pose question, c'est-à-dire que si finalement ce discours ne sert pas en pratique à quelque chose, puisqu'on sait que le Congrès ne pourra pas empêcher le veto ensuite du président, à quoi Israël peut s'en remettre ensuite? Est-ce qu'on peut vraiment envisager une option militaire encore aujourd'hui comme étant d'actualité face à l'Iran? D'abord, il n'est pas sûr que le Congrès ne puisse pas bloquer le président. Une majorité de 2/3 reste improbable, mais pas impossible. Il faut certes des capacités d'orateurs exceptionnelles pour pouvoir peut-être convaincre 2/3 du Congrès d'empêcher un veto présidentiel. Mais cela, théoriquement, reste possible. Et il y a également l'effet psychologique, de dire les faits, de mettre les choses sur la table, de parler aux représentants du peuple américain. Et je pense que cela aura un effet. Maintenant, en ce qui concerne l'option militaire,
Vous savez, seuls les experts qui ont toutes les données du dossier entre les mains sont capables de répondre à cette question. Y a-t-il, oui ou non, une option militaire? Ce qui est sûr, c'est que cette option militaire était plus viable et moins compliquée dans le passé qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle était plus viable et moins compliquée il y a 10 ou 15 ans. Mais encore une fois, les connaissances qu'il faut avoir, les connaissances techniques et secrètes qu'il faut avoir pour répondre à une telle question ne sont qu'aux mains des décideurs. Mais je rappellerai simplement que même l'opération militaire contre la centrale de Osirak en 1981, qui était jugée à l'époque complètement impossible et dangereuse, a été menée avec succès et que cela a éliminé définitivement la menace nucléaire irakienne à l'époque. En ce qui concerne, dernier mot sur l'option militaire, c'est clair que pour ce qui concerne les États-Unis, eux ont bien entendu une telle capacité. La question de savoir s'ils ont une telle volonté. Ce qui ne semble pas être que le cas aujourd'hui. Hein. On est plus près d'un accord quand même que s'apprêtent à signer les Américains que d'une crise pouvant amener une option militaire. D'abord, moi, je ne connais pas un expert militaire israélien qui propose une opération militaire sans les États-Unis. Je pense que c'est assez clair, même sans connaître les détails, et je ne les connais pas. Il y a sans doute des capacités israéliennes assez surprenantes sur beaucoup de sujets, mais tout le monde a parlé d'une collaboration avec les États-Unis qui aujourd'hui semble plus qu'improbable. Deuxièmement, oui, certes, théoriquement, c'est possible qu'une majorité de 2/3 puisse émerger au Congrès. Théoriquement, le président iranien peut devenir le successeur de Mère Teresa. Tout peut théoriquement arriver. Mais je ne pense pas que c'est un cas de figure qui va se passer. Je pense que vous avez raison, nous sommes plus près d'un accord que d'une rupture. Mais je ne suis pas certain que nous aurons un accord cette fois-ci. Moi, j'envisage très bien encore une possibilité que les négociations se prolongent encore de 2-3 mois et peut-être que nous trouverons le moyen d'avoir un impact et de minimiser les risques. Mais l'objectif israélien de zéro capacité nucléaire iranienne n'est pas envisageable. Du moment que la communauté internationale a pris le devant dans cette négociation, il est improbable que la position israélienne ultime soit possible, envisageable. En tout cas, on suivra évidemment l'évolution de cette situation. Donc, arrivée de Netanyahou ce soir, dans quelques heures maintenant, donc à Washington. Discours demain devant EPAC, l'association de toutes les organisations juives américaines, qui est un lobby très influent. Et puis donc, mardi, évidemment, ce discours devant le Congrès américain qu'on vous fera vivre en direct sur I24 News. Merci Daniel Sheikh, merci Emmanuel Navon. On reparlera dans un instant d'ailleurs de l'Iran et de la manière dont les Iraniens font les yeux doux actuellement aux sociétés de l'Internet américaine. Vous verrez, ce sera à venir dans un instant. Arrivée prévue ce soir à Washington pour Benyamin Netanyahou pour ce qu'il appelle une mission historique. Son discours sur le nucléaire iranien au Congrès est prévu mardi. Et John Kerry a précisé aujourd'hui que les relations entre Israël et les États-Unis n'ont jamais été aussi fortes. Immense mobilisation à Moscou après l'assassinat de l'opposant Nemtsov. Les manifestants ont réclamé aujourd'hui toute la lumière sur ce meurtre qualifié de politique. Le président égyptien Al-Sisi en visite en Arabie Saoudite au moment où l'Égypte cherche du soutien dans sa lutte contre les islamistes à la fois dans le Sinaï, à Gaza et en Libye. La Russie donc a une mobilisation importante. C'est la réponse des Russes qui est venue de la rue aujourd'hui à Moscou. Des dizaines de milliers de personnes qui ont marché jusqu'à l'endroit où l'opposant russe Boris Nemtsov a été assassiné vendredi soir, tout près de la Place Rouge. Il s'agit de la plus grande manifestation d'opposition à Moscou depuis la réélection de Vladimir Poutine en 2012. Julia Ganancia. Je suis Nemtsov, tué par la machine gouvernementale, ou encore les héros ne meurent pas, peut-on lire sur les pancartes. Ils sont plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues de Moscou pour rendre hommage à Boris Nemtsov.
L'opposant de 55 ans a reçu 4 balles dans le dos vendredi, à quelques mètres du Kremlin. Amis, militants ou simples anonymes, tous sont sous le choc. C'est complètement absurde qu'un homme politique ait été tué. Un homme politique de l'opposition a été tué dans le centre-ville à côté du Kremlin. Je veux dire, je pense que c'est quelque chose d'insupportable et de surréaliste. Ce meurtre de Nemtsov me choque énormément. C'est affreux, c'est épouvantable. Il est clair maintenant que dans notre pays, nous ne sommes plus très loin du fascisme. Dès samedi, des milliers de Russes ont déposé des bouquets de fleurs et allumé des bougies sur le pont de Moscou où Boris Nemtsov a été assassiné. L'heure est au recueillement, mais aussi au questionnement. Près de 48 heures après le meurtre, l'enquête a peu avancé. La police n'a pour le moment procédé à aucune arrestation ni publié le moindre portrait robot. Boris Nemtsov préparait un rapport sur la présence de soldats russes à l'est de l'Ukraine, sujet éminemment sensible. Il avait aussi reçu des menaces à la suite de son soutien au journal satirique français Charlie Hebdo. Alors, crime politique, assassinat lié au conflit ukrainien, piste islamiste ou l'œuvre d'un ultranationaliste d'extrême droite, rien ne semble écarté, mais certains ont le verbe plus accusateur que d'autres. Si les autorités n'ont en effet rien à voir avec cet assassinat, elles n'ont qu'à ordonner une enquête rapide et efficace, traduire les responsables en justice, trouver ceux qui ont ordonné et exécuté le meurtre et qu'elles les présentent devant une cour. Alors seulement nous serons convaincus que les autorités n'ont rien à voir avec cet assassinat. Dans une interview accordée début février, Boris Nemtsov avouait craindre pour sa vie en raison de ses prises de position contre Vladimir Poutine. L'opposant avait également envisagé de demander l'asile politique en Lituanie en 2012, craignant des persécutions. Plusieurs opposants ont été tués ces dernières années en Russie. Les exécutants ont parfois été arrêtés et condamnés, mais pas les commanditaires. Alors, éclairage sur cette situation complexe, évidemment, en Russie. On est en ligne avec Hélène Blanc, qui est chercheuse au CNRS. Bonsoir, Hélène Blanc. Bonsoir. Vous venez de coécrire un livre, Goodbye Poutine, dont le titre est explicite et qui est publié aux éditions Ginko. Donc, vous connaissez bien, évidemment, le sujet. Pourquoi est-ce que certains opposants russes disent ce soir que tout cela, et cet assassinat, tout cela a un air de déjà-vu? Ça veut dire qu'on est dans un éternel recommencement? Vous savez, la liste des gens qui ont été assassinés, soit pour leurs écrits, soit pour leurs paroles, est très longue. Souvenez-vous de la journaliste russe Politkovskaya, c'était 2006. Souvenez-vous de Litvinenko, qui était un dissident du KGB, donc un traître qu'on a exécuté au Polonium 210 et qui a agonisé pendant des semaines afin qu'il se voie bien mourir. C'était aussi une forme de cruauté psychologique, ce qu'ils savent très bien faire les gens du FSB. Bon, il y en a tellement d'autres. Il y a eu Khodorkovsky qui est encore vivant, lui, mais qui a récolté 10 ans de camp de travail à la faveur d'un procès monté à la soviétique et de toutes pièces, qui n'était pas exact. Tout ce qu'on lui reprochait était faux. Je me pense aussi à Sergei Magnitsky, ce malheureux juriste qui a dénoncé une énorme fraude fiscale et qui a été assassiné en prison en 2009 et auquel on a ensuite osé faire un procès post-mortem en l'accusant, lui, d'avoir fraudé, alors que c'était lui l'accusateur. Et malheureusement, il a été condamné en même temps que son patron, Bill Browder, qui d'ailleurs n'est pas non plus très tranquille, parce que lui aussi est quelqu'un qui est dans le collimateur, bien qu'il ne soit pas en Russie. Vous voyez, et puis il y en a tellement d'autres. Mon Dieu, je pourrais vous citer les 6 journalistes qui ont été assassinés, tous membres de la rédaction de la Nova Gazeta, le journal de Politkovskaya, qui ont été assassinés avant et après elle. Il y a des avocats, il y a des juristes, il y a des hommes d'affaires, il y a des hommes politiques, en plus des opposants officiels, bien sûr. Mais est-ce que toutes les pistes mènent à Poutine aujourd'hui, ou est-ce qu'il y avait d'autres possibilités, d'autres suspects possibles dans la mort de Nemtsov? Vous savez, c'est un petit peu tôt pour le dire. Je pense que l'enquête vient seulement de commencer. Moi, effectivement, moi j'ai éliminé tout de suite le crime passionnel, c'est clair. Le règlement de compte mafieux, c'est clair aussi, parce que Nemtsov était un homme extrêmement honnête. Et j'ai gardé plutôt l'assassinat politique. Ça me paraît être beaucoup plus conforme à la façon dont ça s'est déroulé. Mais si vous voulez, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre dans cet assassinat. Parce que, premièrement, il faut savoir que les membres de l'opposition, surtout les plus connus, sont étroitement surveillés. Et que si, comme l'ont déclaré immédiatement pratiquement les autorités officielles russes,
que c'était un programme, enfin un assassinat soigneusement planifié, je cite, vous avez dû l'entendre. S'ils savaient qu'il se préparait à un assassinat, pourquoi n'ont-ils pas protégé Nemtsov, premièrement? Première question. Seconde question, l'endroit où il a été assassiné, qui est tout près du Kremlin, est sous une surveillance étroite, là aussi, ultra protégée, ultra sécurisée. C'est normal, c'est l'endroit où vit le président, le gouvernement, etc. Donc je veux dire, comment se fait-il que ce soit dans cette zone qu'on l'ait abattu? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bon. Et puis, il se pose des tas de questions sur pour quelles raisons. Parce que c'est quelqu'un qui, depuis très longtemps, proteste et condamne. Il a beaucoup travaillé sur la corruption, par exemple, pas seulement sur l'Ukraine. Il a soutenu la révolution orange de 2004-2005. Il a soutenu la révolution des roses en Géorgie en 2003. Il a dénoncé la seconde guerre de Tchétchénie, comme la première d'ailleurs. Il a dénoncé aussi le choix de Sochi pour y organiser des Jeux d'hiver alors que c'était une station balnéaire et qu'il a fallu faire des travaux pharaoniques pour y implanter des pistes de ski, etc. Et il a dit que la région et la ville ne pouvaient pas supporter ce poids. Il a aussi dénoncé la corruption qui a eu lieu à partir de ces Jeux, au moment de ces Jeux, justement, une grosse corruption, des milliards, des millions en tout cas. Voilà. Donc, si vous voulez, et puis maintenant, il demandait la paix en Ukraine et il disait être en train de rédiger un rapport avec preuve à l'appui qui donc aurait convaincu Vladimir Poutine de mensonges, puisque depuis le début, il nous explique que la Russie n'est pas impliquée militairement dans la guerre ukrainienne. Merci. Merci Hélène Blanc pour ce témoignage en direct dont je rappelle que vous êtes chercheuse au CNRS et que vous avez coécrit Goodbye Poutine, publié aux éditions Jimco. Et justement, on ne quitte pas la région de l'ex-URSS avec l'un des conflits oubliés aux confins justement de la Russie et de l'Asie, le Nagorno-Karabakh. C'est une enclave arménienne située en Azerbaïdjan et qui a occasionné un conflit meurtrier dans les années 90 entre ces deux pays frontaliers. Conflit toujours latent aujourd'hui, alors que l'Azerbaïdjan vient de commémorer l'un des massacres de civils qui eut lieu de part et d'autre pendant la guerre, celui de Khojaly. Reportage sur place de notre envoyé spécial, Cyril Amar. Par milliers, ils sont venus aujourd'hui se recueillir à la mémoire des victimes du massacre de Khojaly. Une piqûre de rappel douloureuse qui chaque année creuse un peu plus la plaie béante d'un conflit territorial qui oppose la jeune république azerbaïdjanaise à son voisin arménien. Car malgré un cessez-le-feu fragile obtenu par les Russes en 1994, le conflit perdure autour de l'enclave montagneuse du Haut-Karabakh, toujours sous contrôle des séparatistes arméniens. Nous sommes dans le centre de Bakou pour demander justice pour le massacre de Khojaly, pour les victimes et pour réclamer justice. Et que le monde reconnaisse le génocide pour que cela n'arrive plus. Selon le gouvernement azerbaïdjanais, 613 civils ont été massacrés durant cette nuit tragique du 25 au 26 février 1992 par des soldats arméniens. Oruджova, elle, avait à peine 8 ans lorsqu'elle a échappé au massacre. Quand ma mère a su que mon père avait été tué, elle est revenue pour le voir. Elle aussi a été tuée à ce moment-là et nous sommes restés seuls. Photojournaliste, Reza Degati a fait le déplacement depuis Paris pour couvrir les commémorations. Il y a 23 ans, il était le premier à entrer dans Khojaly pour immortaliser le massacre dans le village. De son propre aveu, de tous les conflits qu'il a couverts, il ne se souvient pas d'une telle cruauté. Leurs yeux ont été arrachés, c'est cela que les forces arméniennes ont fait aux gens. Ils les ont arrêtés et leur ont arraché les yeux. C'est un conflit méconnu du grand public, mais c'est sans doute le conflit ethnique le plus meurtrier qui est éclaté ici dans cette région depuis l'effondrement du bloc soviétique. De 91 à 94, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent l'enclave montagneuse du Haut-Karabakh et au lendemain d'un cessez-le-feu obtenu par les Russes, la région est aux mains des Arméniens, mais le bilan est lourd, 30 000 morts et plusieurs centaines de milliers de personnes réfugiées. Bakou semble toutefois avoir du mal à faire entendre ses revendications auprès de la communauté internationale. Rien d'étonnant donc à ce que les autorités azerbaïdjanaises aient été sensibles au discours du président israélien à l'ONU.
À l'occasion de la journée internationale de la Shoah, Reuven Rivlin avait alors évoqué le silence du monde face au récent génocide, dont celui de Khojaly. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a dit. On ressent le soutien du peuple juif. On comprend le peuple juif et nous nous sommes toujours sentis proches. Le peuple juif sait ce que sont les massacres et les génocides. Une compassion que l'Azerbaïdjan voudrait bien voir partagée par un monde dont les yeux sont aujourd'hui rivés vers d'autres horizons. En Égypte, les élections législatives sont une nouvelle fois repoussées après une décision de la Cour suprême qui juge la loi électorale inconstitutionnelle aujourd'hui. Ce devaient être les premières élections législatives dans ce pays depuis le retour au pouvoir des militaires. Et ce, au moment où l'Égypte doit faire face à de multiples défis sécuritaires. Leslie Rezoug. L'Égypte en quête de nouveaux alliés dans sa lutte contre le terrorisme. En visite ce dimanche en Arabie Saoudite, le président Al-Sisi s'est longuement entretenu avec le roi Slimane. Un nouveau rapprochement souhaité par les deux pays depuis la mise à l'écart du pouvoir égyptien du président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013. Car les deux chefs d'État ont en commun une lutte sans relâche contre la menace djihadiste. Après les frères musulmans, le président égyptien tâche désormais de juguler la menace du Hamas à sa frontière avec Gaza. Samedi, un tribunal du Caire a classé l'organisation comme mouvement terroriste. Une suite logique contre le mouvement islamiste palestinien, un mois seulement après qu'une décision similaire ait frappé sa branche armée, les brigades Esdin al-Qassam. Car l'Égypte soutient que le mouvement apporte une aide logistique à l'insurrection djihadiste qui sévit dans le Sinaï. Il se servirait notamment des tunnels clandestins creusés pour le trafic d'armes. Après une vague d'attentats meurtriers dans la région, c'est une tentative de déstabilisation que refuse le Caire, qui a fermé le point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et le Sinaï en représailles. Mais le Hamas ne compte pas se laisser faire. Ce dimanche, ce sont des centaines de sympathisants qui ont manifesté dans l'enclave palestinienne pour dénoncer la décision égyptienne. Et le porte-parole du mouvement n'a pas hésité à dénoncer ce qu'il considère comme un mauvais choix de la part de l'Égypte. C'est une décision choquante et dangereuse qui vise le peuple palestinien et la résistance palestinienne, qui défend la dignité de la Palestine et de la nation arabe. Cela va à l'encontre des règles en ce qui concerne l'ennemi israélien. L'Égypte n'agit pas comme un ami du Hamas et du peuple palestinien, mais considère la résistance palestinienne comme un ennemi. Cette décision ne sera jamais un obstacle pour le Hamas. Cela n'empêchera pas ses victoires et ne ternira pas la réputation de ses dirigeants en Europe, mais cela nuira à la réputation de l'Égypte. Mais les autorités égyptiennes ont déjà fait savoir qu'elles n'avaient pas l'intention de réouvrir le passage de Rafah tant que le Hamas ne cédait pas le contrôle de Gaza à l'autorité palestinienne. Et l'Égypte qui devrait annoncer demain dans la foulée du Koweït sa décision de déplacer son ambassade au Yémen de Sanaa à Aden, où se trouve désormais le président renversé du Yémen. Sanaa reste désormais la capitale tenue par les chiites. Et c'est d'ailleurs là que Téhéran a établi aujourd'hui ses tout premiers vols commerciaux vers donc, le Yémen. Tout un symbole puisque l'Iran est soupçonné d'avoir soutenu cette rébellion chiite. La police a finalement abaissé ce soir l'état d'alerte terroriste dans une ville du nord de l'Allemagne. Il s'agit de Brême, où les services de sécurité ont récolté des renseignements faisant craindre l'imminence d'une attaque de type islamiste. Léa Volbert. Police lourdement armée, effectifs renforcés, sites touristiques bouclés. La ville de Brême, au nord-ouest de l'Allemagne, est placée sous haute protection. En cause, la crainte d'une attaque terroriste. Vendredi, les autorités fédérales ont reçu des informations au sujet de potentielles activités islamistes. Selon le porte-parole des services de police, une personne a été arrêtée dans le centre culturel islamique de la ville. Plusieurs perquisitions sont en cours. Mais les services de renseignement refusent pour l'instant de divulguer d'autres éléments. L'enquête se poursuit dans un calme relatif. Malgré la menace, les habitants de Brême ne cèdent pas à la panique. Je suis préoccupé quand vous lisez un tweet qui fait autant de bruit en plein centre de Brême. Mais ce n'est pas uniquement ici, il y a aussi d'autres villes en Allemagne qui sont en état d'alerte terroriste. Je pense qu'il faut tenir les gens informés et garder les yeux ouverts sur ce qui se passe. Les forces de sécurité quadrillent la ville. Outre les lieux de forte affluence, les sites de culte juifs bénéficient d'une protection renforcée. Mais la municipalité de Brême veille à ce que le quotidien des habitants ne soit pas perturbé. Le match qui doit se dérouler ce dimanche au stade Weser n'a pas été déprogrammé. Au milieu du mois de février, la ville de Brunswick, également exposée à une menace terroriste, a pour sa part choisi d'annuler son carnaval annuel.
L'Allemagne est pourtant l'un des pays occidentaux qui enregistre le moins de départs pour le djihad. 270 combattants sont partis vers la Syrie ces 3 dernières années. Près de 700 ont quitté la France, plus de 800 ont quitté la Russie. Et en Syrie, justement, les rebelles ont rejeté l'offre de l'ONU portant sur un cessez-le-feu dans la ville d'Alep, qui est coupée en deux depuis le début de cette guerre civile. Ce devait être la toute première trêve observée dans cette ville depuis 4 ans. Regardez. Il n'y aura pas de cessez-le-feu à Alep. L'opposition militaire et politique de la région a rejeté ce dimanche le plan du médiateur de l'ONU, un plan de règlement global du conflit qui inclurait une suspension des combats à Alep et permettrait l'acheminement d'une aide humanitaire. Staffan de Mistura plaide donc pour un gel localisé des combats, d'abord à Alep, puis dans les autres zones de conflit, notamment dans le sud du pays. Les opérations se poursuivent sur de nombreux axes de la région sur les positions de gangs terroristes. Ces succès remportés par nos forces armées courageuses s'inscrivent dans la continuation des victoires acquises dernièrement pour reprendre le contrôle des villages stratégiques dans la banlieue de Damas, Dera et Konetra. Dans un communiqué, les rebelles assurent que la Syrie et son peuple sont un et indivisibles. Le sang de nos frères des provinces n'est pas moins important que notre sang à Alep. Autre argument avancé par la Commission pour justifier le refus du cessez-le-feu, les propositions de Staffan de Mistura iraient à l'encontre de la déclaration de Genève de l'été 2012, stipulant le départ de Bachar al-Assad et le jugement des criminels de guerre. Le médiateur de l'ONU est arrivé samedi à Damas. Il a rencontré le ministre syrien des Affaires étrangères. Ensemble, ils ont convenu de l'envoi d'une délégation à Alep pour évaluer la situation. Depuis le début du conflit syrien en mars 2012, plus de 220 000 civils ont été tués. Près de la moitié de la population syrienne a été contrainte de fuir la région. Et puis concernant la disparition de ces 3 jeunes adolescentes britanniques dont on vous a parlé, dont on le sait maintenant qu'elles sont en Syrie, voici les images de leur passage dans une station d'autocar à Istanbul. Juste après leur descente d'avion, c'était le 18 février dernier, elles seraient restées là plusieurs heures avant donc de prendre un car, comme on le voit sur ces images, en direction de la frontière syrienne. Dans son message dominical, le pape François a dénoncé aujourd'hui à Rome les massacres et violences dont sont victimes les chrétiens du Moyen-Orient, allusion aux récentes atrocités commises par l'État islamique. On écoute un extrait. Non cessano purtroppo di giungere notizie drammatiche. Mes chers frères et sœurs, malheureusement les nouvelles dramatiques venant de Syrie et d'Irak ne cessent pas. Relative a violenze, sequestri di persone. La violence, le kidnapping et le harcèlement menés contre les chrétiens et d'autres communautés. Vogliamo assicurare a quanti sono convinti. Nous voulons donner l'assurance à ceux impliqués dans ces situations que nous ne les oublions pas, que nous sommes auprès d'eux et que nous prions avec insistance pour qu'aussi vite que possible cesse l'intolérable brutalité dont ils sont les victimes. Espoir de paix au Mali. En Afrique, un accord politique a été signé aujourd'hui à Alger entre le pouvoir malien et l'un des groupes rebelles. Les autres groupes rebelles, les Touaregs notamment, ont pour l'instant retardé leur réponse. La France a salué cette initiative positive vers un règlement de ce conflit. On évoque à présent la situation de l'Iran, mais sous un angle différent de celui du nucléaire iranien dont va parler Benyamin Netanyahou mardi au Congrès aux États-Unis. Mais vous allez voir que ce n'est pas si éloigné. Bonsoir Rudy Saada, bonsoir spécialiste des réseaux sociaux, car l'Iran envisage aujourd'hui, semble-t-il sérieusement, d'ouvrir son pays aux sociétés de l'Internet aux géants américains. Oui, alors déjà, il faut rappeler que Internet et l'Iran, c'est une histoire qui est compliquée. Alors depuis le mouvement vert de 2009, au cours duquel les jeunes Iraniens s'étaient mobilisés via les réseaux sociaux pour contester la réélection d'Ahmadinejad, il y a une censure quasi globale. Nombreux sont les sites qui sont bloqués en Iran, Facebook et Twitter entre autres. Alors l'Iran figure d'ailleurs sur la liste des ennemis d'Internet que Reporters sans frontières publie chaque année. Alors surprise au hasard du calendrier, effectivement, nous sommes en pleine discussion des 5+1 sur le nucléaire iranien. Le vice-ministre des télécommunications iranien, il s'appelle Nasrallah Janangard, a déclaré aujourd'hui dans un entretien avec l'agence iranienne Fars, on va le voir, nous sommes prêts à négocier avec toutes les grandes sociétés Internet pour qu'elles fournissent des services sur le marché iranien dans le respect des conditions culturelles.
nous sommes aussi prêts à mettre à disposition de Google ou d'autres sociétés les moyens de l'Iran pour fournir des services à la région. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Iran ouvrirait donc son marché aux géants de l'Internet américain, donc Google, si les négociations sur le nucléaire aboutissaient. Alors justement, quoi l'arrivée de Google en Iran peut être un enjeu économique? Alors économiquement, ça représente 40 millions d'internautes potentiels sur une population de 78 millions d'habitants. Mais au-delà de cet aspect purement économique, eh bien, installer Google dans un pays, c'est aussi une manière d'y installer le point de vue américain, la vision américaine du monde. Et le gouvernement américain le sait bien. Par exemple, en installant Google, il installe voilà, le point de vue américain. On pourrait comparer ça au plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale qui prévoyait une place prédominante pour le cinéma américain en Europe. Eh bien, le résultat, on le voit aujourd'hui. Et donc, Google, c'est au-delà d'un nouveau marché à conquérir, c'est aussi amener un peu de diplomatie américaine en Iran. Alors, il y a encore des obstacles évidemment à franchir avant de voir ces entreprises américaines du net arriver en Iran. Ouais, elles sont multiples. Alors déjà, il faut que l'embargo américain sur l'Iran soit levé. Hein. Ce n'est pas fait. Pour l'instant, il y a peu ou pas de relation entre l'Iran, économique entre l'Iran et les États-Unis, à part quelques tapis persans et de la nourriture. Alors, deuxième obstacle, c'est la liberté du net qui, au sein même du pouvoir iranien, pose un problème. C'est un thème de discorde. Les plus conservateurs veulent contrôler totalement Internet, voire l'interdire. Et le président Rouhani, qui incarne la vague plus modérée, plus progressiste, lui est un passionné de Twitter et il souhaite une plus grande ouverture. Donc pour l'instant, le net en Iran, c'est un circuit fermé. C'est-à-dire que par exemple, le Facebook est un Facebook iranien qui s'appelle le FaceNama, qui est contrôlé par le régime. Idem pour le moteur de recherche local, il s'appelle use.ir et il est aussi fermé en Iran. Donc on aura compris que Google devra s'adapter à la censure iranienne pour pouvoir conquérir ce nouveau marché. Merci beaucoup Rudy Saada, donc spécialiste des réseaux sociaux sur i24 News. Après avoir été classés parmi les espèces en voie d'extinction, les pandas géants de Chine ont vu leur population augmenter pour la première fois au cours des dernières années. Plus 17% en Chine, c'est un événement et Julia Guénancia vous dit pourquoi. En Chine, le panda géant est sacré et le pays a aujourd'hui les moyens financiers de le protéger alors que l'espèce est clairement menacée de disparition. Les efforts de conservation mis en œuvre depuis quelques années expliquent l'augmentation du nombre d'individus. La population du panda géant sauvage a été en constante augmentation. Par rapport à notre dernière enquête, le nombre de pandas géants vivant en Chine à l'état sauvage en 2013 est de 1864, soit 268 ursidés supplémentaires, ce qui représente une augmentation de plus de 16%. Les pandas vivent à l'état naturel essentiellement dans les montagnes du sud-ouest de la Chine. Gros mammifère possédant un patrimoine génétique proche de celui de l'ours, le panda se nourrit exclusivement de bambou. Il pèse une centaine de kilos en moyenne et mesure jusqu'à 1,80 m. Sa particularité est de posséder 6 doigts. Le taux de reproduction de ces animaux est très faible et la perte de leur habitat représente également une menace. S'agissant du changement climatique, il est assez difficile pour nous d'établir un lien précis. Mais ce genre de tendance et son impact ne doivent pas être ignorés. Nous devons renforcer la recherche à ce sujet. Alors quel genre d'effet peut avoir le changement climatique sur les pandas? Comme nous pouvons le voir dans la conclusion de l'enquête, les pandas se déplacent vers le nord. L'ensemble de leur habitat se déplace vers le nord. Mais la sauvegarde du panda est aussi un business. Pékin mène une diplomatie du panda qui connaît un certain succès, les animaux devenant souvent des vedettes dans les zoos de leur pays d'accueil. Il s'agit d'une sorte de location-vente. Au mois de juin 2014, 42 pandas vivaient ainsi dans 12 pays. Cette diplomatie animalière est aussi un juteux revenu pour la Chine car elle coûte très cher aux pays accueillants. Voilà, on ne va pas quitter vraiment le domaine animalier car c'est un peu aussi la fête des animaux. Ça se déroule en ce moment en France, c'est le 52e salon de l'agriculture. C'est la plus grande ferme de France et c'est toujours un rendez-vous extrêmement populaire. La fréquentation d'ailleurs est au rendez-vous malgré le plan Vigipirate qui reste à son plus haut niveau en région parisienne après les récents attentats. Comment se porte justement cette filière agricole française qui fait l'objet cette année de l'attention très soutenue de la part de tous les partis politiques, peut-être plus encore que d'habitude. Écoutez justement ce qu'en dit le président de cet événement, le président du Salon de l'Agriculture. La fréquentation qui va rester bonne malgré un contexte difficile suite aux attentats du début d'année. Vous savez ce que représente le vote des agriculteurs dans une campagne? Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a 3 fermes par village en moyenne. 3 fermes, ça fait 10 votants. 10 votants dans des villages de 500 habitants, ce n'est pas les agriculteurs qui font que le FN monte à 30%, c'est pas vrai. Et les agriculteurs sont, même si certains sont tentés ou votent Front National, les agriculteurs sont très conscients que sans l'Europe, ils ne seraient pas là où ils en sont aujourd'hui.
Voilà, on va se quitter en retrouvant le direct de Moscou après cette manifestation qui a réuni aujourd'hui, et c'est une première depuis la réélection de Vladimir Poutine, des dizaines de milliers de personnes donc en la mémoire de Boris Nemtsov, cet opposant russe assassiné vendredi. On dénombre au moins 70 à 80 000 personnes donc, qui ont défilé aujourd'hui pour réclamer une enquête transparente qui fasse toute la lumière sur les circonstances de cet assassinat. Et puis vous le voyez, à l'endroit où a été assassiné précisément Nemtsov, donc à quelques mètres seulement de la place rouge dont vous voyez la basilique orthodoxe qui en est l'un des symboles, des bouquets de fleurs par centaines, par milliers, des bougies qui ont été allumées donc depuis vendredi, et cela quasiment sans interruption puisque donc Moscou est sous le choc après cet assassinat d'un nouvel opposant politique. Vladimir Poutine lui aussi a promis qu'il ferait toute la lumière avec une enquête qui ira jusqu'au bout, a-t-il promis. C'est aussi ce que demande ce soir la Maison-Blanche dans un communiqué qui vient d'être diffusé. Les États-Unis veulent que l'on attrape les vrais coupables donc de ce meurtre de Boris Nemtsov. On va se retrouver dans un instant pour évoquer les élections israéliennes avec le sondage hebdomadaire que vous révèle i24 News. Vous le verrez, il y a une baisse notable, notamment pour les partis principaux dans cette élection qui est prévue pour le 17 mars prochain. On se retrouve dans un instant donc pour le débat politique.